C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, les économies africaines demeurent trop largement tributaires des produits de base. La plupart des pays n'ont pas créé les emplois requis pour absorber le nombre pléthorique de jeunes. Pour libérer leur plein potentiel, les pays africains doivent lancer un programme audacieux tiré par des investissements dans la transformation industrielle sous l'égide du secteur privé. Nous parlons aujourd'hui d'industrialisation du continent africain et pour en discuter, Daniel Anipo est avec nous. Bienvenue, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le président du MCI, qui est le mouvement citoyen pour l'industrialisation. On parle beaucoup d'industrialisation sur le continent africain, loin d'être un slogan. Qu'est-ce que l'industrialisation? Merci beaucoup de commencer par cette définition. L'industrialisation, c'est la fabrication des biens d'équipement, des machines et des appareils modernes de production pour produire plus et aussi pour transformer les produits agricoles, les matières premières, les ressources minières, pétrolières et gazières. C'est ça la définition de l'industrialisation. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un certain dispositif, un processus d'industrialisation. Donc ce n'est pas une action en tant que tel. Parlons de processus. Dans mon petit village de Kidimokro, quelque part, les habitants produisaient avec la dabe à la machette et que progressivement, ils ont un tracteur, ils ont des machines qui les aident dans la récolte, dans la productivité. Est-ce qu'on pourrait parler d'industrialisation à ce niveau? Non. Là, ils sont seulement en train d'utiliser une machine. L'industrialisation est un processus donc ils sont de dans le mécanisation de l'agriculture et des agriculteurs qui travaillent mieux, qui travaillent plus, qui produisent plus et qui gagnent plus, avec des moyens modernes de production, tels que les tracteurs, les agriculteurs qui sont bien formés, ils utilisent les autres fertilisants, et c'est tout un ensemble. D'accord. Quand on parle de moyens modernes de production, cela requiert une formation. Bien sûr, tous ces agriculteurs doivent être formés au métier de l'industrie, en l'occurrence, ce qui les concerne dans leur secteur. C'est par exemple, je suis dans l'anacarde, on doit former la personne à la culture de l'anacarde, à sa transformation, à sa vente, et ainsi de suite. D'accord, parlons justement de la formation. Plusieurs pays ont leur politique d'industrialisation. La Côte d'Ivoire, dans sa politique d'industrialisation, entend former plusieurs jeunes avec une ambition de 19 établissements de formation technique et professionnelle pour un budget de 217 milliards de francs CFA et faire en sorte que dans les prochaines années, le taux de scolarité dans ce secteur-là puisse dépasser les 15%. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique? En fait, dans l'industrialisation, il est évident qu'on crée des centres de formation. Mais il faut aussi aller plus loin. Quand on crée les centres de formation, même si c'est des formations techniques, il faut avoir un programme en aval, de façon à ce que les personnes formées puissent avoir les emplois requis. Parce que si on se limite à la formation, à la création des écoles et à la formation, on risque de retomber dans le même travers que nous avons eu quand on a formé ceux qui étaient dans les écoles générales. Oui, et qui finalement sont au chômage. Donc, quand on a formé même des techniciens, il faut avoir un programme d'industrialisation en avant. D'accord, vous avez parlé de processus. L'industrialisation est un processus. Expliquez-nous brièvement ce processus. Oui, parce que l'industrialisation, c'est un package d'actes composés, d'actes économiques et financiers. D'abord, fabriquer les biens d'équipement. C'est une politique de long terme. Ces biens d'équipement, si c'est fabriqué localement, ça veut dire que c'est une fabrication endogène. Et pour cela, donc, il y a un type d'investissement qu'il faut faire. Quand on veut fabriquer les biens d'équipement, les machines et les appareils, il faut que ce soit les Ivoiriens qui épargnent. Donc, ça mobilise les Ivoiriens. Et quand ils ont épargné, il faut qu'ils soient financés pour créer les unités de fabrication des biens d'équipement. Ensuite, qu'ils puissent créer les machines, qu'on donne ces machines-là aux agriculteurs pour qu'ils puissent transformer les produits agricoles, les conditionner, les vendre
et gagner plus de revenus. Donc c'est un processus, ne serait-ce qu'au niveau de la fabrication. Mais avant ça, il faut former le capital humain, c'est-à-dire créer les écoles qu'il faut, former les futurs entrepreneurs au métier de l'industrie et à la gestion, parce que c'est des entrepreneurs qu'on forme. Et après, maintenant, ils vont pouvoir accéder aux emplois qui leur est destiné dans le programme d'industrialisation. Ensuite, il y a la maintenance industrielle à l'échelle nationale qui doit être efficace. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle industrialiser un pays. D'accord. Depuis 1989, le 20 novembre a été décrété comme journée de l'industrialisation de l'Afrique. Plus de 30 ans après, à quel niveau est-ce que nous en sommes, M. Daniel Anikpo? Je suis au regret de vous dire que l'Afrique ne s'industrialise pas. Et que d'ailleurs, l'Afrique telle qu'elle est gérée, telle qu'on mène les politiques économiques, ne peut pas s'industrialiser. Parce qu'il y a des frais énormes en Afrique pour industrialiser notre continent. C'est loin de la volonté politique ou c'est de la volonté politique? Bon, tout y est. Il faut d'abord reconnaître que la volonté politique n'existe pas. On ne sait pas pourquoi. Mais aussi, il y a que le modèle économique qu'on utilise n'est plus opérationnel. Vous savez, depuis tout ce temps, l'ancien modèle de développement néoclassique est en panne. Pourquoi? À cause de la complexité de l'économie mondiale et des économies nationales. Sa formule de création de richesses et de détermination du revenu national, par exemple, ne colle plus avec la réalité économique d'aujourd'hui à l'échelle des pays et à l'échelle du monde. Donc, quand une machine que vous utilisez pour travailler est en panne, qu'est-ce que ça fait? Vous n'avez plus la machine. Donc, pour ce qui concerne un modèle qui est en panne, tous les utilisateurs de ce modèle sont aveuglés par la réalité. Parce que le modèle ne permet plus de comprendre ce qui se passe. Il ne permet plus d'éclairer l'économie et on navigue à vue. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est complètement en déroute, y compris les économies nationales. Donc, aujourd'hui, la formule de l'ancien modèle, si nous prenons l'investissement I et la consommation C, le revenu national, d'après ce modèle, c'est égal à C plus I. Or, aujourd'hui, nous constatons que ce schéma est gangréné et que la solution réelle, c'est Y égale C plus ou moins IE. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a un changement. Donc, désormais, pour qu'on comprenne l'économie mondiale, c'est la deuxième formule que je viens de vous donner et non la première formule. D'accord. Quand on regarde toutes ces difficultés qui sont surmontables, c'est vrai, mais qui sont nombreuses, ces difficultés, et puis au regard également du mouvement citoyen pour l'industrialisation que vous avez créé, on se demande si le combat que vous menez n'est pas perdu d'avance. Avec toutes ces réalités, est-ce qu'on entendra le message? Est-ce qu'on entendra les sensibilisations que vous faites? Si le message n'est pas la mission n'est pas perdue d'avance. Il s'agit seulement de comprendre la cause de notre sous-développement. Au niveau du MCI, nous disons que la cause du sous-développement, c'est l'investissement direct étranger qui, au lieu de développer les pays, créer des emplois, pille les ressources de nos pays et jette la jeunesse dans le chômage. Et plus on avance, on tend vers la recolonisation de nos économies. Aujourd'hui, tous les pays sous-développés voient que leur produit intérieur brut est détenu en grande majorité par les entreprises multinationales étrangères. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, d'après les statistiques de la Chambre du commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire, en 2018, la production intérieure brute détenue par les multinationales avoisine les 80 à 90%, et les entreprises ivoiriennes n'ont que 10 à 20%. Donc vous voyez que notre économie est en train de nous sortir de nos mains. Voilà, être tributaire de l'investissement extérieur. Voilà. Donc la cause, si les pays comprennent que l'investissement direct étranger, pour lequel tout le monde fait ses éloges,
Si on comprend que cet investissement direct étranger, c'est la gangrène et le facteur qui pille nos ressources, qui fait qu'on ne crée pas d'emploi. Pourquoi? Parce que l'investissement direct étranger s'aligne avec l'endettement, s'aligne aussi avec les infrastructures. Donc quand tu vois ces trois éléments, investissement direct étranger, endettement et infrastructure, vous créez un mécanisme qui fait que les transferts les richesses repartent à l'étranger. D'accord, très bien. Monsieur Daniel Anipo, je pense qu'on aura l'occasion, dans un autre cadre et peut-être une autre émission, de poursuivre votre dernière phrase pour une autre émission. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président du MCI, Mouvement Citoyen pour l'Industrialisation. Et avec vous, nous avons parlé d'industrialisation de l'Afrique et vous y croyez véritablement. Merci d'être passé. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.